Bonjour, bonjour, bonjour Kim, Corinne, Elodie, Cynthia, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, excusez-moi, j'ai un petit souci de câble, je remets ça en ordre. Et voilà, c'est mieux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Bonjour Isabelle. Bah, si je mets pas mon micro, ça peut pas marcher. Mes oreillettes. Comment allez-vous Isabelle? Bah, très bien, Comment ça ça va. va? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Bonjour à très toutes et bien. à tous. La salle est ouverte. Désolé, j'ai dû faire une manip, mais c'est pas grave. On accueille tous les participants. On va faire nos petits réglages techniques pour être sûr que tout le monde nous voit bien et nous entend bien. Bonjour Anaïs, merci pour ce message, c'est très gentil, merci. Je vais juste fermer ma porte. Attendez. Je, je vous en prie, merci beaucoup. Alors, vous nous entendez bien, vous m'entendez, vous me voyez. Est-ce que vous voyez Isabelle? Isabelle, je vous laisse faire un petit test son. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence. Est-ce que vous m'entendez bien? Test OK, tout est parfait. Bon, ben Bon. c'est génial. Très bien, parfait. Il est 13h57. Donc la conférence est prévue pour démarrer à 14h. Donc dans 3 minutes, un tout petit peu moins. Voilà, on va pouvoir démarrer. Alors, j'ai un petit. Alors, le mode de question-réponse texte a été désactivé. Pourquoi il se désactive? Ah bah là, j'ai la mode question a été activée. Ouais, là, je viens de Ah, l'activer. Voilà. Et il se réactive pas. Je comprends pas ce qui se passe. On doit avoir un petit. Où ça a dû, ça a dû changer. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave, mais. Ok. Bon. Ah, voilà. Ça, normalement, c'est revenu. Je sais pas. Hier, il m'a fait la même chose. Alors, il y a la. Et c'est encore désactivé. Ah non, il a été activé. Il y a la Réunion, Marseille, Poitiers. Bonjour Amélie. Vénissieux. Le 04. alors là. Sally de Béarn, bienvenue. Et la Normandie, bon, on est suivi de partout en France métropolitaine, mais pas seulement, parce que je sais que il y a aussi des participants Martinique, Guadeloupe, Réunion, j'ai vu, je crois. ouais, Réunion, Mayotte et Paris. Ah, enfin, quand même, j'ai eu peur. Les Hauts-de-France. Eh non, on n'est pas tous sur les quais, hein. Quoique, vous Non. pouvez être sur les quais avec votre smartphone ou votre tablette. Bonjour l'Alsace et Nantes, il est 13h59. On va bientôt démarrer cette webconférence. Donc, sur le thème du référencement, hein, si je ne me trompe pas, comment apporter du trafic sur ma plateforme. Et je suis très heureux d'être à nouveau avec Isabelle, comme vous vous rappelez, qui a animé la première webconférence sur la stratégie digitale. Et donc, fort de ce succès. Voilà, mais c'était vraiment très bien. Alors Béatrice, le son, alors,
en H. Alors Béatrice, là, pour le coup, je pense que peut-être vérifier votre connexion. Il est possible, alors si vous êtes en Wi-Fi, je ne sais pas si vous avez la possibilité de vous mettre en filaire. N'hésitez pas, Béatrice, à désactiver au fait tout ce qui est mail ou tout logiciel de conversation, style Skype, Hangouts ou autre type House Party, Zoom. C'est extrêmement gourmand en bande passante. Donc voilà, et rafraîchissez votre page. Et si vous êtes avec un smartphone, euh, débranchez le Wi-Fi et essayez de vous connecter en 4G. Parfois, ça fonctionne mieux. Alors, Denise, vous n'avez pas l'image. Alors, Denise, là, si vous n'avez pas l'image, ce que je vais vous proposer, c'est de rafraîchir la page. Si à la suite de ça, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être d'essayer de changer de navigateur, si vous en avez la possibilité, bien évidemment. ClickMeeting, notre plateforme de conférence fonctionne avec tous les navigateurs. Donc, n'hésitez surtout pas. Et il est 14 heures, donc je vous propose de démarrer cette webconférence. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle pour cette Bonjour. webconférence du mercredi après-midi. Et pour démarrer, donc très rapidement, je ferai une rapide introduction sur l'ADI. Ça va prendre que quelques secondes. Et puis ensuite, comme d'habitude, je laisserai la main à Isabelle, notre animatrice cet après-midi. Je resterai avec vous sur le côté et je reviendrai à la fin de la webconférence notamment, ou si besoin est, je pourrai revenir dans le cadre de questions-réponses ou pour d'autres sujets. Et donc, pour démarrer, l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, une association reconnue d'utilité publique avec plus de 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience, 140 000 entreprises financées et accompagnées. Donc, nous avons développé une... Je crois que c'est un peu haché chez moi. Donc là, il y a peut-être un petit... Non, tout va bien. De revenir. Donc, je vous disais, 140 000, plus de 140 000 entreprises financées et accompagnées. Nous avons développé une expertise dans l'accompagnement et le financement d'entreprises en création et en développement. Nous sommes présents, nous avons un réseau étendu en France métropolitaine, mais également dans les départements d'outre-mer, Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Nous sommes aussi présents en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que nous vous proposons à l'ADI? Donc, de l'accompagnement sous forme de conseils, d'accompagnement en antenne, mais également à distance, des webconférences, des solutions de financement et des solutions d'assurance pour vous protéger, vous et votre projet. Et tout ça, bien évidemment, pour la réussite de votre projet. Voilà, sans plus attendre, je ne vais pas garder la parole plus longtemps et je passe la main à Isabelle. Et je vous dis à tout à l'heure. Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si certains avaient suivi la conférence de la semaine dernière sur la stratégie digitale, mais pour recadrer le sujet et la manière dont j'aborde le sujet, c'est que je ne l'aborde pas d'une manière experte. Ma compétence, ce n'est pas d'être une experte dans le digital, mais de donner une vue globale et de vous donner des clés de compréhension de manière à pouvoir vous-même, avec beaucoup de bon sens, comprendre ce qui se passe sur vos plateformes et votre stratégie digitale, et ou dialoguer en comprenant mieux les enjeux quand vous discutez avec vos différents partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit des webmasters ou que ce soit des community managers ou toute personne qui peuvent hésiter dans votre communication digitale. Donc aujourd'hui, c'est un peu la deuxième partie sur, j'ai fait mon site, j'ai une plateforme digitale, qu'elle soit e-commerce ou site vitrine. Et les questions, c'est effectivement comment je peux apporter du trafic sur ma plateforme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, sachant que du trafic sur une plateforme, ça peut être du gratuit, c'est ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Ça peut être payant, sont les AdWords, qu'on appelle souvent SEA, ou c'est vous-même faire de la publicité auprès de votre cible au travers de Facebook ou Instagram. Et ça peut être aussi des emailing. Donc, c'est ce qu'on va aborder sur ces différents sujets. Donc, on va déjà... alors, ça passe pas comme ça.
Voilà. Donc, déjà, dire des choses que vous savez peut-être, mais qu'il est important de se rappeler quand on aborde le référencement ou la visibilité, c'est que d'abord, le référencement d'un site, c'est toutes les actions qui vont être destinées à favoriser une bonne position dans les résultats des moteurs de recherche, quels qu'ils soient. Alors, quelques données importantes. Un tiers des internautes pensent qu'une société qui est présente dans la première page des moteurs de recherche est forcément le leader de son marché. Qu'un tiers des internautes quittent la page d'accueil. Donc, 3 visiteurs sur 10 ne consultent que la page d'accueil de votre site. Seulement 10% des internautes lisent un texte de bout en bout. 50% des fixations oculaires se fixent d'abord sur les titres. 75% cliquent sur les 3 premiers résultats naturels, donc ce qu'ils trouvent en général, et on va le voir après, sur les moteurs de recherche. Et 55% des transactions en ligne proviennent des moteurs de recherche. Donc on voit l'importance effectivement des Google et compagnie. Alors on parle beaucoup de Google, je ne sais pas si je l'ai en chiffres derrière. On parle beaucoup de Google parce que Google, c'est, je crois, 90 ou 92% du moteur de recherche en France. Donc c'est quand même extrêmement majoritaire. Autre point important, 5 secondes est le temps dont dispose une entreprise pour convaincre. Que l'internaute se veut maître de sa navigation. Vous êtes consommateur, vous savez très bien que vous aimez maîtriser comment vous naviguez sur un site internet. Que l'internaute qui se perd sur votre site ne reviendra jamais, ou très rarement. Que la moitié des utilisateurs d'Internet passent plus de 70% de leur temps de connexion à rechercher de l'information. Ça veut dire que quand vous êtes derrière votre ordinateur, vous cherchez d'abord de l'ordination à 70%. Vous n'avez pas forcément déjà l'idée de je veux ça. Il y a beaucoup de recherches qui se passent par Internet et d'où l'importance de savoir bien faire référencer son site. Et l'apport du trafic apporté par Google et les moteurs de recherche augmente chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il devient plus facile de taper le fameux mot-clé, chaussures, chaussettes, disques, plutôt que de taper l'adresse exacte d'un site internet. Et donc le référencement s'est imposé comme source principale de trafic des sites internet. Voilà, ça c'était pour vous donner un peu les enjeux d'un référencement, mais je pense que vous en êtes conscient si vous êtes aujourd'hui nombreux à cette conférence. Après, si on regarde Google, c'est vrai qu'il y a 2 systèmes. Il y a le fameux référencement naturel ou SEO qui est Search Engine Online en anglais, mais bon, SEO, c'est ce que vous entendrez le plus souvent. Et ça, c'est tout ce que vous pouvez faire comme opération qui soit totalement gratuite, puisque c'est à votre main. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il y a des règles à respecter, on va les voir, mais c'est à vous de le faire. Donc c'est une méthode qui est forcément longue parce que elle se travaille, elle se fait dans le temps. Elle est peu chère. Alors quand je dis peu chère, c'est qu'elle n'est pas chère si c'est vous qui la faites. Elle est peu chère si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et surtout, elle est pérenne, c'est-à-dire que ce que vous allez construire se bâtira dans le temps. Même si on va voir, Google change ses algorithmes et il y a des choses qui font changer un peu les notions de référencement naturel, mais les actions que vous menez sont des actions de fond. L'autre référencement est un référencement payant, hein, c'est-à-dire que vous allez payer de la pub, hein, c'est le SEA, et vous allez payer des mots-clés que vous allez acheter. Et donc, ces mots-clés vous permettront d'avoir une visibilité et on verra un peu plus loin ce que ça signifie. C'est une méthode plus rapide, hein, puisque c'est une question de carnet de chèques. Hein, vous payez, vous achetez des mots-clés et donc c'est immédiat, si tant est que vos mots-clés, on verra après, sont bons. Les coûts sont plus élevés, on verra pourquoi. Et c'est pas non pérenne, hein, c'est comme un peu la télévision, si vous faites le parallèle. Hein. La télévision, vous mettez un gros chèque, vous faites vos spots de télé, vous avez un effet immédiat qui peut être immédiat sur vos ventes, mais sitôt que vous arrêtez la télé, si vous n'avez pas une notoriété par ailleurs, l'effet est fini. Et le SEA, c'est un peu la même chose. D'où l'intérêt d'avoir aussi un référencement naturel.
Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est peut-être un peu petit, mais comme il va y avoir des exemples, mais c'est juste pour vous rappeler. Alors, je vais le montrer avec la flèche si jamais l'écran est un peu petit, ou bien est-ce que c'est chez moi que c'est petit. Ce qu'on appelle, vous voyez là, il y a marqué annonce. Donc, tout ce qui est marqué avec ce genre d'annonce marqué là, ça, c'est des gens qui ont payé. Et en général, ils se trouvent en haut. Donc, ça, c'est du payant. Les images que vous voyez là, c'est du Google Shopping, comme on dit. C'est aussi payant. C'est des images qui ont été achetées. Et donc, c'est pas naturel. C'est venu là parce que la société a acheté de mettre cette image-là. Et donc, elle remonte. Celle que vous voyez ici, vous voyez, il n'y a pas marqué annonce. Ça, c'est un référencement naturel. C'est-à-dire que quand vous, en tant que consommateur, vous avez tapé, par exemple, coiffeuse afro, ouvert 7 jours sur 7, ben, comme elle avait ça dans son titre, on va voir plus tard, et ben, elle est remontée, effectivement, naturellement, remontée sur Google. Alors, on va voir ça plus en détail, le référencement naturel. Et quelques astuces de bon sens que vous pouvez vous faire vous-même ou que vous pouvez… alors, l'outil de pointage, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'utilise ma petite main, mais je ne sais pas ce qu'est l'outil de pointage. Je ne sais pas ce qu'est l'outil de pointage. Donc, la présentation du site et comment vous pouvez influencer vos clics. Je regarde si j'ai un outil de pointage, mais moi, je ne le trouve pas, l'outil de pointage. Donc, on va continuer comme ça. Donc, quand vous regardez sur la photo en haut, vous voyez, là, c'est l'exemple de la Tour Eiffel. Il y a le nom du site, enfin le titre, hein, ce qu'on appelle le titre de la page, qui est site officiel de la Tour Eiffel, monument. Monument, je sais pas, bon. Attendez, je suis un peu… là, il y a un peu de trop de choses qui se passent en même temps. Alors, je continue. Le site officiel de la Tour Eiffel, donc il y a le titre de la page qui est site officiel de la Tour Eiffel, monument de Paris. Ensuite, vous avez le nom de domaine, ce qu'on dit l'URL, qui est le fameux www. Donc là, on voit www.toureiffel Paris. Et ensuite, il y a 2 ou 3 petites lignes qu'on appelle les métadescriptions et qui sont ce qui commence à décrire votre texte. C'est ce qu'on appelle des balises et qui permettent de résumer un peu ce que je vais trouver sur cette page. Et ça, c'est juste extrêmement important. Parce que vous voyez que là, si moi je cherche en tant que consommateur la Tour Eiffel, là je suis rassurée parce que je vais avoir beaucoup de choses peut-être qui vont remonter sur le mot Tour Eiffel, mais là je vais savoir que c'est le site officiel. Donc forcément, je sais que je suis sur le site de la Tour Eiffel. Donc ça va me donner envie de cliquer sur la page d'accueil de la Tour Eiffel parce que je sais que c'est le site officiel. Et ensuite, si je cherchais monument de Paris, eh ben, cette page-là, elle remonte aussi parce qu'ils ont mis tout de suite dans leur titre que la Tour Eiffel, monument de Paris. Si jamais il y a une autre Tour Eiffel ailleurs, quelqu'un qui a fait une mini Tour Eiffel en France ou à l'étranger d'ailleurs, ou en Belgique, il pourrait remonter de la même manière. Là, je sais que non seulement c'est le site officiel de la Tour Eiffel, mais on parle bien du monument de Paris qui est en France. Donc, c'est autant de détails sur votre titre qui ne sont pas anodins parce qu'ils permettent de qualifier le titre de votre page et donc de dire au consommateur, cliquez là, c'est bien ça que vous cherchez. Pareil, le nom de domaine, ce qu'on appelle l'URL, a un impact sur votre positionnement. C'est-à-dire que là, ça s'appelle Tour Eiffel Paris. Donc, c'est très cohérent avec le titre de sa page. S'il avait mis, des fois, on a des mots d'URL assez compliqués avec des lettres, avec des mots qui n'ont pas de sens par rapport à notre positionnement, eh ben, ça ne donne pas une information cohérente avec le titre et du coup, c'est une faiblesse. Et la métadescription, là, vous voyez,
vous voyez peut-être pas, mais on va le lire. Il y a marqué bienvenue sur le site officiel de la Tour Eiffel, visite tous les jours de telle heure à telle heure, prix et tarifs. Donc, avant même de cliquer sur la page qui pourrait m'intéresser, j'ai déjà des informations essentielles. Donc déjà, je sais que c'est ouvert tous les jours, donc ça répond déjà à des questionnements. Et donc, si je veux aller plus loin, je vais cliquer. Mais j'ai déjà beaucoup d'informations qui me disent que je suis sur la bonne donnée et donc que je peux aller cliquer sur cette page. Donc ça, c'est une manière d'influencer le fait que quand vous allez taper Tour Eiffel, il y a de fortes chances pour qu'il remonte en premier et qu'en plus, il vous donne envie de cliquer parce qu'il vous rassure. Ben, c'est ça du référencement naturel. Alors, il y a d'autres exemples qui suivent. Là, alors c'est des exemples qui ne sont pas forcément franco-françaises, hein, mais qui marchent dans tous les sens. Là, vous avez deux exemples, un qui est bon et un qui est moins bon pour comprendre. Là, on lit qu'effectivement, la boulangerie de Stasia, la meilleure de New York, là déjà, il qualifie, et si je cherchais la meilleure boulangerie de New York, boulangerie de Stasia va remonter. Si j'allais taper dans le moteur de recherche meilleure boulangerie de New York, Stasia remonte parce qu'il a boulangerie dans son titre, meilleure de New York. On voit que son URL est cohérent, c'est le nom de sa boulangerie. Et il donne un résumé qui donne envie, puisqu'il met une boulangerie familiale spécialisée dans les gâteaux et les pâtisseries personnalisées, située dans le quartier le plus mignon de New York. Ça donne envie de taper et donc, effectivement, de cliquer. Et je vois Barbara qui dit « Ces titres et descriptions reprennent les textes que nous mettons sur notre site ». Bien sûr, c'est bien pour ça qu'ils sont importants et on va voir où est-ce que ça se positionne. Mais si vous avez aujourd'hui votre site et que vous googlisez, alors sur votre ordinateur, il va remonter puisque vous le tapez tellement régulièrement qu'il remontera directement. Mais si vous tapez sur votre site pour voir comment il apparaît sur Google, ce que vous allez voir, c'est issu de votre site. Donc, si vous voyez comme le mauvais exemple qui est en dessous sur la boulangerie de Stasia, page d'accueil, parce qu'on le voit certains, on voit certains, le nom de la marque page d'accueil ou page d'accueil tout court. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de titre bien positionné. Donc, du coup, Google, il remonte que ce qu'il voit sur votre site bien positionné dans ces fameuses balises. Et si on voit dans la méta-description, là, les fameux 3 petites lignes, bienvenue sur la ligne d'accueil de notre nouveau magasin, société, actualité, comment nous trouver, ça, c'est le menu qui a été mal positionné du site, qui ne donne aucune information au consommateur. Donc, ça ne donne pas envie au consommateur parce que ça ne nous dit pas ce que c'est. Bienvenue sur la page d'accueil, société, actualité, comment nous trouver. Ça ne répond pas à des questions. Donc, j'aurais pas envie moi, consommateur, j'aurais pas envie de cliquer. Et Google va pas vous remonter en haut parce qu'il n'y a aucune expertise là-dessus. Vous n'allez pas renseigner, vous n'allez pas répondre à une question de consommateur. Et donc, Google, il estimera que vous n'êtes pas expert. L'autre exemple en dessous, c'est un peu la même chose, mais c'est pour vous montrer le point de détail sur lequel on peut aller dans le travail du référencement naturel, c'est que chacune de vos pages de site a son URL. Donc, typiquement là, vous avez une URL qui s'appelle www.brandonbaseballcards.com/article 210 HTM. Bon, ok. L'autre, qui est beaucoup plus précis, reprend effectivement le nom du site, Brandon Baseball Cards, mais le nom de la page, c'est les 10 cartes de football les plus rares. Donc, si moi, je cherche les 10 cartes de football les plus rares, lui va remonter et je cliquerai tout de suite sur sa bonne page et donc je serai contente parce que je sais que j'ai trouvé ce que je cherche. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle… Alors là, moi, je suis pas sur utiliser des sites boosters, je suis déjà sur travailler sur son référencement naturel parce que de toute façon, ça ne servira à rien de payer des choses si déjà votre site lui-même n'est pas au point sur ses mots, sur sa présentation. C'est pour ça que cette partie de comment je référence mon site est la continuation de la stratégie digitale, puisque pour faire ça, ça veut dire que vous êtes clair sur votre positionnement. Autrement, c'est un peu difficile à faire.
Donc, vous aurez la présentation, mais j'ai mis d'autres exemples qui montrent comment mettre en avant ce contenu avec des données qu'on dit structurées, parce que organisées, et qui permettent à Google, parce que c'est Google qui va vous faire remonter le site, qui permettent à Google de bien comprendre les informations qui existent sur votre site et de dire oui, ces informations vont répondre aux questionnements du consommateur, donc va satisfaire le consommateur. Et moi, Google, je fais remonter les sites qui satisfont les consommateurs. Alors, je vais vous prendre un exemple qui parle à tout le monde, qui est la cuisine. Quand vous cherchez sur Internet une recette de cuisine et que vous en avez 10 000 qui remontent, comment vous faites pour choisir? Ben, je sais pas vous, mais moi, je regarde escalope normande, ok, facile, rapide, ça me va très bien. J'avais 10 minutes pour le faire. J'ai déjà j'ai des avis avec 5 étoiles, donc je me dis ça ne doit pas être dégoûtant. Et ensuite, j'ai le démarrage des ingrédients. Donc ça me rassure parce que ça me dit déjà, ok, je suis rassurée. Donc je vois ça, je ne perds pas mon temps, je clique et je fais cette recette-là. Parce que déjà, ils ont répondu et ça me permet de choisir quel est le site que je vais ouvrir et donc sur lequel je vais faire de trafic. Oui, si je tape les 10 meilleures cartes, pour reprendre l'exemple d'avant, si je cherchais, je ne sais plus ce que c'était un truc de passionné, hein, les 10 cartes de football les plus rares, si j'ai tapé ça sur Google, Brandon de baseball, là, va remonter tout seul. Je vais vous donner un autre exemple qu'on m'a donné oralement, que je vais répéter. Je ne sais pas s'il est vrai, mais moi, il m'a fait tilt. Pour vendre une voiture décapotable. Une voiture décapotable, si vous tapez voiture décapotable sur Google, vous avez tous les grands qui vont sortir, les Renault, les Peugeot, enfin toutes les grandes marques qui ont beaucoup d'argent, qui vont remonter naturellement ou payant. Mais si vous tapez voiture, alors excusez-moi mesdames, c'est pas politiquement correct, mais si vous tapez voiture à draguer les nénettes, si je suis moi fabricant, la seule marque qui est marquée que mon cabriolet est la voiture idéale pour aller draguer les nénettes et que j'ai 4 consommateurs qui cherchent vraiment ce genre de voiture, et je serai le premier à remonter devant les Renault et les Peugeot. C'est un peu caricatural comme exemple, mais c'est pour vous montrer, c'est un peu comme les 10 meilleures cartes de foot, les 10 cartes de football les plus rares. C'est plus vous êtes précis dans ce que vous mettez sur votre page, et on va y revenir, plus vous paraîtrez expert et plus Google dira, lui c'est l'expert, donc quand vous, consommateur, vous allez chercher sur Google cette expertise, moi je vais vous donner la bonne réponse et la voilà. Alors, ça ne se fait pas forcément en une seconde, hein. Vous comprenez bien l'importance de définir son positionnement, sa stratégie et sa cible. Alors, ce qui marche pour des fabricants marche bien sûr pour des services. Là, c'est un médecin. Le médecin, lui, donne ses ouvertures, il dit ce qu'il est, donc il précise aussi sa profession. Et ce qui permet, avec les coordonnées et les avis, de savoir qui il est et est-ce que c'est ça qui m'intéresse. Alors, je crois qu'on va y revenir sur cette partie effectivement de Google Pro, parce que c'est aussi important de bien donner ces informations précises sur sa société, mais je crois qu'on le voit après. Voilà, Google My Business. Donc, je reviens sur la page ici. Ce qu'on voit ici, c'est Google My Business. C'est-à-dire que ce sont vos données à vous qui existent parce que Google les récupère dans des cabis, dans des informations, mais c'est surtout que vous pouvez les personnaliser, les préciser et voire les corriger, puisque Google ne prend que ce qu'il connaît. Donc, si vous voyez des informations fausses, c'est parce que Google a pris des informations quelque part. Et c'est à vous de les corriger. Et pour ça, il y a un outil qui s'appelle Google My Business, qui est gratuit, sur lequel vous rentrez, alors vous faites certainement un espace, mais dans lequel vous pouvez effectivement préciser votre adresse, vos horaires d'ouverture, partager votre actualité avec vos clients, répondre à des avis clients,
Et donc, c'est important que de se pencher sur ce sujet et de le faire. Parce que c'est le premier contact, surtout si vous êtes dans des sociétés de services, ou pas d'ailleurs, même dans des restaurants, c'est de mettre les bonnes horaires d'ouverture. Et quand vous êtes fermé ou quand vous partez en congé, de ne pas oublier de dire que vous êtes fermé. Parce qu'avant de se déplacer, il y a beaucoup d'internautes qui peuvent se renseigner. Donc ça aussi, c'est de la donnée structurée. Alors, quand on fait ça, ce qu'il faut garder en tête pour travailler sur les pages, c'est qu'il faut être ce qu'on appelle un solutionneur. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est pas Google en tant que machine qui décide du positionnement de vos pages, du fait d'être sur la première page et en haut, c'est le fruit des choix des internautes. Vous avez compris que plus les internautes vont taper sur votre site, plus votre page va remonter. Okay. Donc, pour ça, il faut solutionner et être un solutionneur. Pourquoi? Parce qu'en général, et vous êtes consommateur comme moi, quand vous vous mettez sur Google, c'est que vous cherchez une réponse à une question. Ben, il faut que vous, quand vous réfléchissiez à vos pages de site, vous puissiez apporter des réponses. Donc, c'est pour ça que c'est marqué en gros, créer des pages qui répondent à des besoins. C'est le premier sujet, c'est qu'une page de votre site doit répondre à un besoin. Identifié, bien sûr. Écrire des pages pour vos prospects, c'est-à-dire que vous n'écrivez pas des pages pour vous faire plaisir, vous n'écrivez pas pour des pages pour des gens qui vous connaissent par cœur, vous écrivez vraiment des pages pour montrer la valeur ajoutée et répondre à des gens qui ne vous connaissent pas forcément. Et ensuite, vous optimisez, vous pensez à Google. Pardon. Mais il faut d'abord, vous n'allez pas optimiser un site si vous n'êtes pas clair sur quelle est mon expertise, comment est structuré mon site, est-ce que je réponds à des besoins, comment je hiérarchise ces besoins et comment je réponds aux consommateurs. Donc, le contenu veut dire, avez-vous créé les bonnes pages? Êtes-vous centré sur vos prospects? Et avez-vous bien utilisé vos mots-clés? Donc, le contenu. Le contenu, c'est ce qu'on dit, c'est que vous devez, c'est ce qu'on a dit précédemment, vous devez réfléchir au contenu qu'attendent vos utilisateurs et le donner sous une forme convaincante et intéressante. Vous devez lui répondre à leurs questionnements. Quand je vais acheter du prêt-à-porter, je veux savoir effectivement, bien sûr, les tailles, les couleurs, mais je veux aussi savoir comment c'est fait, la matière, les détails qui peuvent être intéressants, la valeur ajoutée par rapport à quelque chose d'autre. Donc, plus vous donnez des détails qualitatifs sur la manière dont ça a été fait, sur son histoire, plus vous allez donner envie d'acheter ce vêtement. Donc, votre contenu est fondamental. Et je le lis avec votre stratégie digitale et votre stratégie de société. C'est sûr que si vous ne savez pas pour qui vous avez fait votre prêt-à-porter, ça va être un peu plus difficile. Le contenu adapté au mobile. Je le mets là parce que des fois, on a tendance à écrire et que ça soit très joli sur son ordinateur. Or, on sait que plus de la moitié des internautes aujourd'hui regardent, voire achètent sur leur mobile. Donc, il faut vraiment s'assurer que votre contenu s'affiche bien sur ce type d'appareil. Contenu, les mots-clés, on y revient plus tard. Hein. Là, on est sur le contenu. Contenu rapide, c'est que si votre page remonte, enfin se charge trop lentement, notamment peut-être à cause de photos ou de vidéos trop lourdes, Google va vous référencer. Donc ça, c'est très important. Il y a des sites qui vous calculent gratuitement, qui vous calculent la vitesse de chargement de vos. Et même, je pense que Google a ce genre d'outils qui vous permettent de contrôler la vitesse de vos pages, de chargement de vos pages. Mais vous êtes tous pareils. Je pense qu'on est tous pareils. Si ça met trop longtemps à télécharger, bon, on passe sur un autre site, on n'a pas le temps à perdre. Alors, ça a peut-être changé avec le confinement, mais en tout cas, avant le confinement, c'était plutôt dans l'urgence.
Alors, les contenus longs, effectivement, se positionnent mieux dans Google que les contenus courts parce que ça améliore la thématique de votre page et ça permet, ça permet à Google de bien comprendre votre expertise et de démontrer que vous êtes l'unique expertise. Alors, c'est un peu contradictoire avec la première slide où j'ai dit qu'un consommateur ne passait que 10 secondes ou n'allait pas jusqu'au bout de la page. Il faut les deux, c'est-à-dire que Google a besoin de longueur et le consommateur veut aller rapidement à l'information essentielle. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les sites des premiers chapitres ou des phrases de résumé et une phrase qui commence pour plus de détails et il y a marqué pour plus de détails, vous cliquez. Si la phrase résumée vous va, bah c'est bon. Si vous cliquez pour avoir plus de détails, vous pouvez lire, mais en tout cas, Google, lui, il lit ce qui est caché. Et donc, ce plus de détails, c'est bien sûr que c'est fait pour le consommateur, mais c'est aussi fait pour Google, pour lui permettre de se rassurer sur votre expertise et de s'assurer que ce n'est pas un copier-coller de quelqu'un d'autre. Les contenus enrichis, donc les contenus enrichis, c'est tout ce qui est infographie, vidéo, se positionnent mieux sur Google. Donc ça, vous le savez de plus en plus. Photos et vidéos sont incontournables, sans oublier, et on le reverra et on le redira après, qu'il ne suffit pas de mettre une photo, il faut aussi bien donner une légende qui reprenne le mot-clé. Et surtout, et toujours, et encore, un contenu de qualité, unique et spécifique. Le copier-coller, ça ne peut pas marcher. Parce que du coup, Google, il va dire, bah non, elle fait que copier-coller sur ce site, c'est que du copier-coller, donc ça veut dire qu'il n'est pas expert. Donc, Google ne va pas vous référencer. Et attention, pour ceux qui ont des partenariats avec d'autres, avec des gens qui ont des sites et qui ont pris par exemple leurs produits, il faut absolument que le texte de votre produit ne soit pas, qui est sur le site de ce partenaire, ne soit pas identique au texte qui se trouve sur votre site. Parce qu'autrement, Google, il va plus savoir qui est l'expert et il passera le cap. Donc, quand vous négociez avec un partenaire qui vous prenne un produit ou un service, il faut vous assurer qu'il a un texte propre à son site, même si c'est vous qui lui fournissez ou qui le relisez pour être sûr qu'il raconte bien ce qu'il faut. Mais il ne faut surtout pas prendre le texte de votre site et lui donner. Autrement, c'est comme si c'était du copier-coller. Voilà, et n'oubliez pas que votre contenu doit être créé avant tout pour donner une bonne expérience aux utilisateurs dans le but de se positionner dans les moteurs de recherche. Non, je parle, bien sûr, non, je parle de copier-coller d'un site ou sur votre propre site, de dire, oh bah là, j'ai déjà un peu raconté, je copie-colle de ma feuille d'accueil et je le mets sur ma page machin. Donc, c'est ce copie-coller que je parle, c'est sur les sites Internet. Bien sûr, si vous écrivez sur Word avant et que vous copiez pour le mettre sur votre site, ça, Google, il ne voit pas, Word, quand même pas. Pas encore, en tout cas. Alors, qu'en est-il des blogs? Alors, les blogs sont, on peut alors je ne sais plus si c'est, j'en reparle là, je ne crois pas, mais on peut en reparler parce que le blog est une partie pour référencer. Mais quand vous faites un blog, le blog est là pour enrichir votre contenu. Donc, c'est pas du copier-coller un blog. Les blogs, ça doit vous permettre de montrer des expertises complémentaires sur vos pages normalement de site. Vous apportez une solution sur un produit ou sur un service. Normalement, un blog qui est fait pour dynamiser votre site est là pour mettre des articles différents qui renforcent votre expertise, qui expliquent votre expertise, qui partagent des points de vue ou des points d'intérêt avec vos consommateurs, mais c'est pas du tout le même texte. Si le contenu existe déjà sur Internet. Oui, je ne comprends pas. Enfin voilà, en tout cas, il faut que votre contenu soit exclusif. C'est ça qu'il faut retenir. Sur vos pages de site. Hein. Alors, optimiser la page. Alors, je le montre comme ça. Il faut savoir que de plus en plus, les sites,
les outils qui vous permettent de faire des sites vous-même, normalement, vous aident à positionner votre accroche, vos mots-clés à des bons endroits. Donc, normalement, de plus en plus, ces sites intègrent, en tout cas, il faut vous en assurer, le référencement naturel. Et si vous travaillez avec quelqu'un, il faut vous assurer qu'il sait de quoi il parle quand il parle de référencement naturel. C'est pour ça que je vous explique là. Parce que si la personne dit « Oh bon non, ça n'a pas d'importance » ou quand vous googlisez, vous trouvez des choses qui n'ont pas de sens, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas votre référencement naturel. Alors, les logiciels pour faire un site, c'est les Wix, c'est ceux que j'ai cités. Il y a les Wix, WordPress, qui sont des sites qui peuvent vous permettre de faire des sites par vous-même. Donc, on voit qu'effectivement, optimiser une page, c'est toujours avoir un titre. Donc, c'est sûr qu'une page qui s'appelle « Accueil », le accueil ne doit pas être mis en titre, ça n'apporte aucune information. Donc, soit l'accueil, c'est l'histoire de votre société, du coup, vous mettez une phrase qui donne envie, société créée depuis, ou la meilleure fabrique, la meilleure boulangerie de New York, c'est un titre. Accueil, c'est pas un titre. Il faut que déjà, dans votre article, vous ayez le mot-clé qui va définir la thématique de votre page. Et ce mot-clé, ensuite, il faut le retrouver. Et la définition des mots-clés, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 mots-clés, je crois qu'on en parle après, par page, il en faut un ou deux, mais c'est la thématique de votre page. Si on va prendre comme exemple, si vous vendez on va dire que si vous vendez des chaussures, vous allez peut-être avoir, et que on va dire des chaussures pour femmes, vous allez peut-être avoir des escarpins, des derbies, des baskets. Bon, donc vous allez avoir des thématiques. Donc ces pages-là, donc il faut pas mettre chaussures. Une information chaussures, elle est tellement vague dans un titre que le risque que vous ayez, c'est que vous soyez pas expert, parce que du coup, les grosses marques de chaussures, elles seront largement au-dessus de vous. Mais si vous commencez par dire escarpin fait à la main, je dis n'importe quoi, mais si c'est votre valeur ajoutée, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Parce que du coup, quelqu'un qui veut chercher du sur-mesure en escarpin, vous cherchera vous, et donc Google va se dire tiens, il y a beaucoup de gens qui cherchent escarpin fait maison, je vais faire remonter fait maison. Ça c'est le restaurant, mais fait sur mesure. J'ai repéré ce site-là, et donc je vais dire voilà, je remonte ce site-là. Normalement, eux répondent bien. Mais vous voyez bien que si c'est les escarpins sont faits sur mesure et pas les derbies, vous ne pouvez pas mettre le même message. Donc il faut vraiment vous assurer que votre accroche et votre titre définissent bien la thématique de votre page. Et ensuite, on retrouve le mot-clé dans les différents 1 ou 2 ou 3, pas beaucoup plus, dans les différents chapitres. Et surtout, si vous mettez une photo, il faut mettre aussi une légende avec son mot-clé. Non, on ne met pas des mots-clés en français et en anglais. Il vaut mieux avoir un site en anglais et un site en français. Parce que un site bilingue, je ne suis pas sûre qu'il se fasse référencer. Ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il y a des sites français et des sites, enfin, vous avez la version française et la version anglaise et la version autre langue. Parce que les mots-clés, d'abord, votre cible peut avoir une sensibilité un peu différente en fonction du pays, ça j'en sais rien. Les envies de couleurs peuvent être différentes, donc de toute façon vous allez peut-être devoir un peu adapter votre contenu en fonction du pays. Et donc si vous décidez d'être bilingue, il faut que vous ayez effectivement une version anglaise de votre site, et bien sûr avec des mots-clés en anglais. Alors, c'est ce que j'ai déjà un peu dit. Les astuces pour optimiser votre page, c'est rédiger effectivement un titre principal et unique pour chacune de vos pages. Chaque page doit répondre à un questionnement ou à une information qui a une valeur ajoutée pour le consommateur. Effectivement, découper votre contenu en paragraphes, c'est plus facile à lire.
et donc alléger les longs contenus avec des intertitres. Mettre en avant les caractéristiques éventuelles de votre produit service avec des lignes à puce. Donc, plus effectivement le texte est structuré, plus la lecture est facile. Mettre en exergue 2 ou 3 expressions clés maximum, ou un visuel lié aux produits et services avec ce fameux texte légende. Le texte alternatif, c'est la légende qui décrit le contenu de l'image et le nom du fichier contenant votre expression avec votre mot-clé. Ensuite, il y a quelque chose qui aide aussi au référencement, c'est les liens internes entre pages. Typiquement, vous avez, par exemple, je dis souvent qu'avoir une page questions-réponses peut être intéressante parce que des questions-réponses, des questions, vous avez sur certains domaines toujours les mêmes questions qui reviennent de vos consommateurs. Donc, il est toujours intéressant de répertorier ces questions et d'y apporter des réponses et d'avoir une page qui s'appelle questions-réponses. Et du coup, quand vous allez être sur une autre page, donc si je reprends l'exemple de l'escarpin fait sur mesure, si je suis sur l'escarpin fait sur mesure et que il y a toujours une question récurrente sur l'escarpin, sur la taille du talon, comment je choisis la taille de mon talon, etc. Si ça c'est une question récurrente, c'est pas une valeur ajoutée dans ma page escarpin fait sur mesure. Par contre, c'est une information essentielle pour la consommatrice. Et donc je vais lui dire, vous voulez en savoir plus sur le choix du talon et vous mettez un lien, vous cliquez sur ce mot-là et ça va vous donner accès à une autre page de votre site qui sera les questions-réponses et ça tombera directement sur la taille du talon. Ça, c'est des petites astuces qui permettent effectivement d'enrichir à la fois votre contenu et de favoriser l'utilisation de la page. Mon site est sur WordPress, je suis producteur, j'ai donc une partie boutique avec tous mes produits. Quand vous parlez de pages qui sont des pages que je dois créer en dehors de la boutique, oui, tout à fait. Alors, quand vous avez un e-commerce, puisqu'il y a le cas de Béatrice Belon, qui, si je comprends bien, produit et donc vend sur e-commerce, vous avez la fonction e-commerce qui est j'achète mon produit, mais pour donner envie d'acheter votre produit, peut-être que vous avez envie de raconter l'histoire de votre produit, l'histoire de la provenance, d'enrichir ce contenu-là, autre que la fiche produit, qui est une fiche de caractéristiques produits, qui est tout aussi importante. Mais vous pouvez enrichir ces caractéristiques produits pour qu'elles soient bien spécifiques à votre produit et qu'on le distingue de vos concurrents et qu'on se dise c'est vraiment ce produit-là que j'ai. Et vous pouvez enrichir votre site internet de choses qui peuvent être intéressantes pour le consommateur, renforcer votre expertise et vous rajouter effectivement des pages dans ce sens-là. Mais les sites, effectivement, qui sont à propos service contact sur une même page, alors, on va en reparler. C'est qu'un site, ça doit être, enfin, c'est pas l'objet du référencement, c'est l'objet de comment je crée un site internet. Donc, je vais un peu m'arrêter sur ce point. Mais quand je crée mon site, c'est vrai que le sujet doit être structuré. C'est-à-dire que si vous avez un site qui, comme on dit, à propos service contact, si moi j'arrive sur un site où il y a à propos service contact, je ne sais pas de quoi on me parle. Ça ne répond pas à mes questions, ça ne me donne pas envie d'aller plus loin et vous n'allez pas paraître forcément comme un solutionneur. Donc, il faut effectivement déjà structurer votre site avec des pages qui donnent du sens à ce site-là. Alors, c'est la difficulté de le faire comme ça à distance, c'est qu'on ne peut pas prendre l'exemple de vos propres sites pour les commenter. Mais ça serait l'idée, c'est ce qu'on fait en présentiel, c'est du coup, on peut regarder les sites des gens et voir ce qu'on comprend ou ce qu'on ne comprend pas. Alors, d'autres astuces pour optimiser votre page, c'est effectivement faire une analyse sémantique, donc une analyse des mots, pour identifier les requêtes
donc les requêtes, les demandes des consommateurs, ou par secteur ou concurrentiel à cibler. Donc, vous pouvez identifier la liste des requêtes les plus pertinentes à cibler en fonction de votre contenu actuel, identifier les requêtes ciblées par vos concurrents ou identifier les requêtes recherchées par les internautes dans votre secteur d'activité. Et ça, vous avez différentes astuces. C'est que quand vous tapez une requête sur Internet, vous avez certainement remarqué que Google vous donne déjà des requêtes en dessous, toutes écrites, qui vous évitent d'aller jusqu'au loin. Bah, ces requêtes toutes écrites, en général, enfin, c'est pas en général, ce sont les requêtes les plus demandées par les consommateurs. Donc, ça vous permet de voir, par exemple, si vous tapez, pour reprendre mon exemple, escarpin sur mesure, si Google ne vous met pas beaucoup de mots autres, ou s'il n'y a aucune requête qui apparaît, ça veut dire qu'il y a peu d'internautes qui ont fait cette recherche-là. Donc, il faut se poser la question de, OK, donc c'est peut-être pas avec escarpin qui cherche, c'est peut-être chaussures sur mesure. Et donc là, il faut taper chaussures sur mesure pour voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est une manière de chercher. Mais c'est en faisant ces recherches de mots ou en demandant à vos consommateurs ou à des gens autour de vous, mais quand tu recherches tel type de produit, comment tu cherches, qu'est-ce que tu demandes à Google, qui peut vous permettre de savoir comment vos consommateurs vont vous chercher et que ces mots sont donc importants. Si vous identifiez les mots qui sont le plus souvent utilisés pour rechercher vos produits ou vos services, ben ces mots-là, il faut qu'ils se retrouvent dans votre site en tant que mots-clés, parce que c'est comme ça que vous remonterez. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais dire sur le référencement naturel. Bah non, des modèles, exemples de sites bien structurés, j'en ai pas comme ça à vous donner. J'ai pas préparé dans ce sens-là, donc je sais pas, mais vous en avez quand même assez. Et je pense qu'en tant que consommateur, vous devez en connaître. C'est-à-dire que en général, quand vous quittez un site, c'est que vous êtes perdu ou qu'il vous a pas donné satisfaction. Quand vous continuez sur un site, c'est que lui, il a effectivement bien structuré et il vous a donné la réponse à votre question. Et c'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut voir. Désolée pour la réponse un peu vague, mais c'est quand même un peu ça. C'est que un site qui est trop vague ou qui répond rien ou qui parle d'autre chose que le sujet. Hein, alors des fois, d'ailleurs, ça peut vous arriver. Il y a des gens, on va le voir quand on va parler du référencement payant, mais il y a certains de vos concurrents, si vous êtes un peu leader sur votre marché, il y a des concurrents qui peuvent très bien acheter des qualificatifs en disant ils sont plus demandés. Et alors, vous tapez sur, donc ils l'achètent, ils montent en premier, vous, consommateur, vous tapez sur, justement, je sais pas, vous mettez, alors ça n'a rien à voir avec la marque André, mais André escarpin sur mesure, parce qu'il a acheté ce mot-là pour X raison, vous tapez dessus, vous allez être déçu parce que vous allez tomber sur le site André, mais qui fait pas de chaussures sur mesure. Là, là, c'est mauvais point parce que, alors avec un peu de chance, il vous dirige sur une page où vous faites tilt parce que la chaussure vous plaît, mais avec un peu de chance, vous avez vraiment un consommateur qui cherche cette spécificité-là et uniquement cette spécificité-là. Donc, il repartira tout de suite de votre site. C'est pour ça que c'est ce qu'on dit, hein, c'est que chercher avoir un taux de rebond assez élevé, quelqu'un qui a un taux de rebond sur votre site de 80%, ça veut dire que 80% des gens qui arrivent sur votre page repartent, et ça veut dire que votre site, il plaît pas aux gens. Le taux de rebond, il doit être beaucoup plus bas. Je produis des confitures, les recherches par ce terme, confiture me donne recette de confiture, je n'arrive pas à trouver un terme pour faire remonter mon site. Ah oui, mais alors ça veut dire que, alors là je peux pas répondre sans voir vos confitures, mais c'est vrai que confiture, donc le nombre de requêtes, c'est-à-dire que les gens cherchent d'abord des recettes de confiture pour les faire soi-même. Donc il faut regarder dans la manière dont recette de confiture ressort sur le site.
Et donc vous, c'est peut-être des confitures faites maison comme chez vous. Je sais pas, il faut trouver le biais. Ça veut dire que si vous tombez d'abord là-dessus, c'est que les gens qui tapent confiture cherchent d'abord des recettes de confiture. Alors, un autre morceau, c'est de mettre une recette de confiture, même si vous les faites. Rien ne vous empêche de mettre des astuces de recettes de confiture pour vous accrocher à ce terme-là. Et ensuite, que les gens disent ah mais il y a déjà des confitures toutes faites, et ben j'ai pas besoin de les acheter. Et c'est comme ça aussi. Vous pouvez très bien surfer sur ce mot-là si vous identifiez que les gens passent, c'est un gros marché que les gens qui demandent des recettes de confiture, ben peut-être qu'il faut effectivement mettre une recette ou comment je fais une confiture ou les bases d'une recette c'est toujours un peu la même chose, hein, du fruit. Voilà, vous pouvez être très général si vous ne pas donner les secrets de vos confitures, mais ça peut être une manière de faire remonter votre site si vous identifiez que votre cible aime bien aussi faire des confitures. Alors, le taux de rebond, il se connaît sur Google Analytics, qui est l'analyse de Google, et que vous pouvez regarder sur. On va en reparler, mais c'est des indicateurs que vous pouvez regarder sur Google Analytics. Donc, ça, c'était sur le référencement naturel. En tant que photographe, au début de sa carrière, il y a beaucoup de concurrence, ça c'est sûr. J'ai mis en place une stratégie par mots-clés de ville, par exemple. Oui, alors sauf que photographe Paris, c'est peut-être encore imprécis. C'est que parce que vous avez beaucoup de photographes effectivement sur Paris. Donc après, est-ce que c'est de la photographie de portrait? Est-ce que c'est de la ville? Est-ce que vous pouvez être plus spécifique encore sur la qualificative de votre photographe, de votre profession à vous? Mais c'est sûr que par ville, c'est plus pertinent parce qu'on va forcément plus facilement chercher un photographe qui est dans sa géographie. Mais il faut peut-être être plus spécifique encore sur c'est quoi votre valeur ajoutée en tant que photographe. Et ensuite, si vous avez déjà des clients, il faut voir comment ils vous chercheraient ou qu'est-ce qu'ils apprécient chez vous, et que vous puissiez mettre en avant et qui vous permettent de remonter par votre site. Mais je rappelle encore, il y a des professions où le site internet n'est pas ne va pas être l'outil de prospection, le premier outil de prospection. Et photographe, peut-être que c'est aussi beaucoup de réseaux et pas uniquement du site internet. Alors, le référencement payant. Donc, le référencement payant ou SEA, là, c'est vraiment, on achète de la pub. Donc, ça se matérialise effectivement. C'est une campagne de pub. Hein, c'est comme une campagne télé. C'est une campagne qui s'appelle une campagne AdWords. Donc là, je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que c'est les faire d'experts. Il faut savoir que ça existe. Mais là aussi, on passe par les mots-clés. Hein. Donc, un travail de mots-clés qui n'est pas en contradiction avec le travail de mots-clés que vous avez fait en SEA. Au contraire, il est même dans la même optique. Mais vous êtes obligé de travailler sur ces mots-clés parce que ensuite, vous allez devoir, c'est comme un système de bourse, hein, payer pour acheter ces mots-clés. Donc, comme on dit, plus ils sont génériques, plus ils vont coûter cher. Parce que si je prends chaussures, les plus gros vont vouloir se mettre dessus, ils vont avoir beaucoup d'argent et donc l'enchère va être très, 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 très élevée. Et si je reprends la voiture décapotable pour draguer les nénettes, lui, il ne vaut pas cher du tout parce qu'il n'y a personne qui va parier là-dessus. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de l'acheter, je me remonterai sans avoir le mot-clé. Donc, démultiplier les formulations pour toucher un maximum de recherche. C'est vrai que quand on dit chaussures, ça peut être chaussures sans S, chaussures avec S, paire de chaussures, chaussures femmes, chaussures hommes. Voilà, il y a beaucoup de manières d'élargir et de donner la possibilité que ce mot-clé soit visible par le plus de consommateurs possible. Donc là, attention AdWords, on ne fait pas AdWords si son site n'est pas déjà
performant. Donc, si on ne sait pas effectivement, j'ai lu les questions en même temps. Et où achète-t-on les mots-clés? C'est la réponse à laquelle je suis en train de faire. C'est que les mots-clés, il ne faut pas les acheter tout seul. C'est vraiment un métier d'expert. C'est comme un trader. C'est quelqu'un qui fait que ça, qui surveille les mots-clés, qui sait faire des enchères, qui sait ralentir les enchères. Et vous, il faut savoir ce que vous êtes prêt à payer. Mais si votre site il n'est pas performant, si vos mots-clés sont pas bien définis, que vous avez un site qui est long à charger, tout ça, c'est vraiment mettre de l'argent à la poubelle. Si effectivement vous n'avez pas de distribution, enfin ça dépend vraiment de votre métier, mais il faut surtout plafonner les montants parce que c'est des enchères et donc ça peut tout de suite très vite déraper. Et c'est pour ça que je dis c'est un expert qui doit vous faire ça uniquement. Bah, la relance des paiements, si je suis secrétaire indépendante et que votre valeur ajoutée, c'est savoir relancer les impayés, oui, bien sûr. Un onglet spécifique sur mon site, bien sûr. Vous faites dans votre expertise, vous dites votre méthode pour relance d'impayés et du coup, vous pouvez peut-être remonter. Alors après, vous serez peut-être en concurrence avec d'autres personnes sur les impayés, donc il faut aller voir cette concurrence. Mais bien sûr, vous avez intérêt, si c'est votre valeur ajoutée, à faire une page sur ce service qui est le vôtre, bien sûr. Alors, ce n'est pas forcément des agences de com, hein, c'est des indépendants qui peuvent faire ça. Après, voilà, c'est comme toute chose, il faut savoir à qui vous avez affaire, il faut savoir mettre des indicateurs de performance, hein. Et normalement, les mots-clés, il faut que tous les jours, ils puissent vous dire on a acheté ça, ça a marché, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, ben, on ne réinvestit pas. Enfin bref, ça se suit de très très près. Alors après, vous avez Facebook. Alors, je mets Facebook, mais c'est Facebook et Instagram pour faire venir du trafic sur mon site. L'avantage, c'est que là, vous pouvez cibler d'une manière assez précise. Sur les AdWords, sur Google, c'est assez géographique, géolocalisé, mais c'est pas extrêmement précis en ciblage. Alors que sur Facebook, vous pouvez vraiment cibler les personnes intéressées par les produits et les services parce que ils connaissent beaucoup plus de choses sur l'âge, le sexe, la localisation, et donc vous pouvez définir la cible la plus petite, et donc ça vous coûte beaucoup moins cher parce que vous n'achetez que l'audience qui vous semble pertinente. Donc c'est vrai que et Instagram maintenant vous pouvez faire de la pub. Donc c'est vrai que Facebook et Instagram sont des bons outils. Et typiquement pour un photographe, c'est peut-être plus ça qu'il faut jouer parce qu'avec Instagram, ben, on voit votre travail tout de suite. Et vous pouvez remonter. Alors après, Instagram peut être lié avec votre site ou Facebook peut être lié à votre site, mais et c'est recommandé. Mais c'est des outils qu'il ne faut pas négliger non plus, hein. Ça peut être plus intéressant pour certains services que de se lancer dans du AdWords. Après, pour faire remonter votre site, vous avez bien sûr les emailing, hein. Donc les emailing, c'est ces fameux mailing, campagne de mailing que vous envoyez à vos consommateurs et que vous envoyez à toute personne auprès de qui vous avez récupéré l'adresse mail, puisque vous avez demandé à être abonné à votre newsletter, hein. C'est pour ça qu'on demande souvent, quand vous arrivez sur des sites, on vous demande de vous inscrire à une newsletter. C'est une manière d'abord de vous demander l'autorisation d'avoir votre adresse mail, et ensuite cette adresse mail vous permet d'avoir une base de données pour envoyer à vos consommateurs des informations sur vos nouveaux produits, sur une promotion, sur toute chose différente, une nouvelle collection, enfin toute nouveauté que vous voulez faire connaître et partager. Et donc ça fait par mailing, et le mailing peut permettre de retrouver l'information sur le site. Donc tout ça, c'est une boucle qu'il est important de faire. Tout ça en étant effectivement non saturant auprès du consommateur.
et souvent après, il n'y a pas de newsletter. Oui, je suis d'accord. La newsletter, la proposition de newsletter, c'est uniquement d'attraper votre adresse dans un premier temps. Et donc, s'il n'y a pas de newsletter, le risque qu'ils ont, c'est qu'ils déçoivent le consommateur et que le consommateur ne vienne plus sur leur site. Et on a dit, un site de perdu, un consommateur qui est perdu est un consommateur perdu. Voilà, c'était rapidement, c'était vraiment quelles sont les informations qui me semblent essentielles à avoir sur quand on parle de référencement de site, et surtout de se rendre compte que vous, personnellement, en ayant ces clés de compréhension, vous avez les moyens, si ce n'est pas de le faire vous-même, mais en tout cas de vous questionner et d'être critique à l'égard de votre site et de pouvoir l'améliorer ou le faire améliorer à vos prestataires. Voilà, j'espère que ça vous aura renseigné. Et c'est vrai que le dommage, c'est de ne pas pouvoir partager les chiffres de chacun et de pouvoir les commenter, mais bon, ça sera une autre fois, une autre manière. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Ok, super. Bon, bah super, merci beaucoup, merci Isabelle. Il est 15 heures, peut-être est-ce qu'il y a les 2-3 dernières questions avant qu'on se sépare? Je pense que j'en ai abordé au fur et à mesure. Oui, tout à fait, vous répondiez aux questions au fil de l'eau. Donc, non, très bien, très bien. Bon, c'était précis. Bon, bah, écoutez, toujours. Alors, Élodie, comment détermine-t-on que tel ou tel mot est un mot-clé dans un texte de notre page? Non, c'est l'inverse, Élodie. Il faut déjà dire qu'est-ce que cette page doit raconter. Donc, c'est quoi le ou les deux mots-clés qui sont importants sur cette page? C'est à vous de définir le mot-clé avant de dire que vous avez écrit votre page. C'est quelle est la thématique? Voilà, si je dis que ma page, c'est escarpin fait sur mesure, et si mes mots-clés, c'est escarpin et sur mesure, il faut qu'ils se retrouvent bien positionnés dans ma page. Mais parce que ma page s'appelle escarpin sur mesure. Description, légende et métadescription pour une image. C'est la même chose. C'est la légende, c'est la photo. C'est quand on met une photo, il faut mettre. Métadescription, c'est un peu gros, mais quand on met une photo, il faut penser à mettre une légende ou l'adresse URL qui est compréhensible pour le consommateur et qui contient, si possible, le mot-clé. J'ai 3, je ne sais pas si c'est la même. J'ai 3 champs sur WordPress en mais je ne sais l'occurrence. pas, voilà, je sais pas si c'est quel champ elle parle. Donc, Ok. Bon, écoutez, il est 15h02. Ce que je vous propose, alors, Barbara, une question pour Jean-Michel. Une webconférence sur LinkedIn bientôt. Oui, le vendredi 29 mai. Une webconférence sur LinkedIn. Voilà. Je ne l'ai pas encore mise sur le site, je ne l'ai pas encore créé, je vais m'en occuper cette semaine. Mais ça sera fait. ok. Puis il y a aussi les réseaux sociaux. Parce que je vois où Instagram, il y a des réseaux sociaux. Il y en a, et puis pour le mois de juin, on va voir si, en fonction de la disponibilité des animateurs et des animatrices qui ont participé au programme du mois de mai, leur disponibilité, et donc voir si qu'est-ce qu'on pourra proposer sur le mois de juin. En tout cas, je tenais à vous remercier. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.